Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens. En 1989, l'Europe entière célèbre le bicentenaire de la Révolution française. En France, contre-révolutionnaires et adeptes de 1789 s'affrontent à nouveau dans les champs culturels, politiques, historiques. Rien de nouveau, me direz-vous. 2 ans après les événements, le débat semble toujours aussi violemment divisé de France. À l'étranger aussi, et surtout d'ailleurs en 1989, on parle de Robespierre et de Marie-Antoinette, du sans-culotte et du Vendéen, des droits de l'homme et des droits de Dieu. À Londres, le British Museum commémore l'événement par une exposition au titre pour le moins explicite sur la teneur idéologique de la dite exposition. L'ombre de la guillotine. Peu d'hésitation en apparence dans le jugement de nos amis anglais sur notre révolution qu'on avait pourtant souhaité être un modèle pour tous les pays. La Révolution française vue des îles britanniques est le sujet de notre émission du jour, mais également et avant tout le titre d'un ouvrage d'Harry Dickinson et de Pascal Dupuis paru aux éditions Vendémiaire. Harry Dickinson est spécialiste de l'histoire de l'Angleterre et professeur émérite à l'université d'Édimbourg. Pascal Dupuis, que nous recevons aujourd'hui, s'intéresse à l'histoire de France et principalement aux aspects politiques et culturels de la Révolution française. Bonjour Pascal Dupuis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous enseignez à l'université de Rouen et que vous avez beaucoup écrit donc sur ces représentations et notamment les représentations satiriques, caricaturales de la Révolution française. Alors en lisant votre ouvrage et plus particulièrement en lisant votre titre, donc La Révolution française vue des îles britanniques, je me suis instinctivement posé la question à l'envers, est-ce que c'est pas avant tout la Grande-Bretagne qui a inspiré la Révolution française ? Alors, non, je ne crois pas qu'on puisse poser le sujet sous cette forme. Il y a un antécédent révolutionnaire, évidemment, en Angleterre, avec 2 révolutions au XVIIe siècle, qui ont donné les normes au XVIIIe siècle de ce que l'on attendait de phénomènes si ce n'est révolutionnaire, en tout cas réformiste, en particulier au travers de la glorieuse révolution de 1788. Ensuite, révolution américaine, qui a été elle-même très largement influencée par cette même glorieuse révolution. Donc la révolution américaine a donné une autre vision du mouvement révolutionnaire. La Révolution française, au final, à la fin du XVIIIe siècle, va donner les bases d'une nouvelle forme de bouleversement politique. Alors évidemment, ces influences viennent ou peuvent venir de loin. Elles ont pu, ces influences, être portées par les phénomènes britanniques du XVIIe siècle, par la Révolution américaine. Mais on reste néanmoins avec le phénomène révolutionnaire, même si on a pu parler à une certaine époque de révolution atlantique, dans un phénomène très singulier. Et c'est probablement cette singularité qui a fasciné, révulsé l'Europe entière, voire le monde entier, et en particulier nos voisins britanniques qui ont c'est l'un des éléments qu'on a essayé de mettre en exergue dans l'ouvrage avec Harry Dickinson, c'est qu'il y a eu un premier regard plutôt favorable en 1789, au tout début de la Révolution. Les
la Grande-Bretagne, les autorités, les publicistes, voire les philosophes et les réformateurs, voyant dans le mouvement révolutionnaire français finalement la continuité des phénomènes révolutionnaires anglais de la fin du XVIIe siècle. Les choses ont évidemment évolué avec la radicalité montrée par la Révolution française. Donc, il y a des liens étroits entre les mouvements du XVIIIe siècle, on va dire anglo-américain, et la Révolution française, mais ensuite, à partir de 89 et 92, pour faire simple, il y a une singularité tout à fait particulière. Alors, avant de parler de la Révolution française en tant que telle, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs comment se structurent politiquement et administrativement les îles britanniques ? Alors, effectivement, les îles britanniques, on a utilisé ce terme parce que depuis le tout début du XVIIIe siècle, on parle de Grande-Bretagne, qui regroupe les royaumes ou les ex-royaumes d'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, et pas encore l'Irlande, qui est une sorte de colonie de cette Grande-Bretagne. À partir de la fin du XVIIIe siècle, d'ailleurs pour des raisons qui sont plus ou moins étroitement liées à la Révolution française, on va parler de Royaume-Uni, puisque dans ce Royaume-Uni sera associé le Royaume d'Irlande. Donc c'est un pays composite où l'Angleterre évidemment et Londres a une force et un particularisme très important. Et qui est, c'est une monarchie parlementaire. En particulier, alors la monarchie parlementaire est beaucoup plus ancienne, mais elle a été refaçonnée en 1688 avec la Glorieuse Révolution, où à partir de 1688-89, le Parlement va avoir un rôle très important à jouer dans la vie politique anglaise. Donc c'est un régime parlementaire où, malgré tout, le roi possède encore des prérogatives très importantes. Et à l'époque qui nous intéresse, disons à partir des années 1760, puisque c'est l'arrivée au trône de Georges III, Georges III, à la différence de Georges Ier et Georges II, va être au contraire très attaché à ses prérogatives, à son pouvoir, et va essayer pendant toute la période, avec plus ou moins de succès, de récupérer ses prérogatives, en tout cas de ne pas être un roi d'opérette, mais véritablement d'impulser ses idées et ses axes politiques. Il y est très attaché, il y réussira en partie, le Parlement étant partiellement soumis pendant toute cette période. Alors, on s'aperçoit par exemple en 1782 que donc avant la Révolution française, mais dans le cadre des mouvements américains d'indépendance, que le Parlement va finalement obliger le gouvernement à démissionner. Le roi va essayer de s'y opposer, il va finalement l'accepter. Donc on voit bien que le Parlement, dans les années 1780, a une influence forte et le roi ne peut pas tout faire. Malgré tout, il a aussi un certain nombre de stratagèmes pour essayer de contraindre ce Parlement. Et plus la Révolution française va avancer et la guerre éclater, plus les liens ou en tout cas les convictions entre les députés du Parlement et celles de Georges III seront proches et finalement ils marcheront main dans la main, le tout dirigé de main plus ou moins de fer par un Premier ministre, William Pitt, qui l'a choisi justement au lendemain de la Révolution américaine et qui va rester en position, ce qui était quand même remarquable au regard des temps troublés qu'il a dû affronter pendant toute la période. Et il finira par
par démissionner donc en 1800 pour revenir encore une dernière fois sur la scène politique. Donc il y a, on pourrait dire, trois axes qui constituent l'autorité politique dans ces îles britanniques à la fin du XVIIIe siècle: le Parlement, le roi, le gouvernement, qui donc travaillent de concert, mais un élément que ne possède pas encore la France avant la Révolution française, tout cela est aussi travaillé par une opinion publique extrêmement importante, qui peut se faire entendre, qui a à sa disposition divers moyens pour justement donner son opinion, et on le verra avec la Révolution française, mais on l'a déjà vu en partie avec la Révolution américaine. La monarchie, le Parlement, le gouvernement seront très attentifs à cette opinion publique que là encore ils essaieront éventuellement de contraindre. Alors, à la veille de la Révolution de 1789, on sait que la monarchie française a un peu tendu vers une monarchie sur le style britannique. Enfin, du moins, beaucoup l'ont espéré. De quel œil les Anglais, les Britanniques voient cette évolution politique? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables à la tournure politique que prend le gouvernement français? Alors absolument, là sans nul doute. Je dirais qu'en dans les années 1780, l'Angleterre est un élément, en tout cas sa forme politique est un élément de réflexion pour beaucoup de ceux qui seront en 1789, on dira, aux affaires. Il voit dans cette autorité britannique, cette monarchie parlementaire, à la manière de Voltaire, un lieu de liberté politique qui, grâce au Parlement et grâce à la glorieuse Révolution, une fois de plus, pourrait être importé en France et adapté. Alors, cette vision est aussi à associer avec le courant d'anglomanie qui règne en France à cette période. À côté de ça, il y a aussi un certain nombre de critiques particulièrement virulents de l'autorité britannique du temps, de ses formes parlementaires, et un certain nombre de députés mettent en avant la corruption qui règne en Grande-Bretagne à l'époque, mettent en avant le nombre extrêmement réduit d'électeurs. Pour certains comtés qui envoient 2 députés au Parlement, il y a une centaine ou 200 électeurs. Donc, on est partagé. Certains, et pour faire simple, on dira la noblesse libérale, partie de ces députés de la première heure du tiers état vont avoir donc ce regard tout à fait favorable. Alors évidemment, de l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne est tout à fait heureuse de cet état d'esprit. Elle voit dans ce début de Révolution française une sorte de copier-coller, on dirait de nos jours, de la glorieuse Révolution, avec la mise en place d'un parlement, avec un pouvoir au roi qui est conservé au travers des vétos, par exemple. Donc pour eux, pour beaucoup d'Anglais en 1789, ils applaudissent aux événements français, d'autant qu'évidemment la France, sous sa forme de monarchie absolue, est une rivale ancienne en laquelle on n'a aucune confiance, et c'est l'image de Louis XIV qui revient régulièrement. Donc pour les Britanniques en 1789, ou pour une partie de la population qui s'intéresse aux événements français, mais cette partie est assez importante, la France connaît enfin la maturité politique et copie les formes de la vie politique britannique. Ils s'en réjouissent et ils l'applaudissent. Alors, ils se réjouissent donc de cette évolution politique, mais à partir de quel moment ils ont l'idée
de la Révolution française? À partir de quand ils se disent la France est en train d'effectuer un véritable changement politique et culturel? Alors c'est une excellente question. Dès 1787, on a des témoignages de voyageurs anglais qui sont en France et qui parlent à plusieurs reprises de révolution. Alors le terme révolution, veut dire beaucoup de choses à l'époque, mais 1787, 88, une fois de plus, un certain nombre de voyageurs, je pense à Arthur Young en particulier, voient des formes de fermentation en France qui pourrait faire l'objet d'une véritable révolution. Alors, il ne pense peut-être pas au bouleversement politique, évidemment, qui va avoir lieu, mais en tout cas des transformations, des changements qui sont en cours en France à l'époque. Et alors, les Britanniques sont, vous l'expliquez très longuement dans votre ouvrage, et puis vous l'avez dit au début de l'émission, fascinés par ces changements. Ben oui, parce que c'était un peu le dernier pays que l'on pouvait imaginer se transformer de cette forme, sous cette forme. La France, c'est une fois de plus la monarchie absolue de Louis XIV, et donc le rival. Donc on ne pensait pas que cette France absolutiste, catholique, agressive, ou militaire et guerrière, puisse d'un seul coup, en quelques mois finalement, se transformer en un État plus libre et en un État qui ressemble une fois de plus aux formes politiques, à un État qui prend les formes politiques britanniques du temps. Donc il y a cette fascination parce que à la fois certains l'avaient envisagé, mais pour la plupart des observateurs, c'est une véritable surprise. Donc la surprise, ça fascine. Et alors, comment on peut la voir donc dans les archives, cette fascination, avec des dessins, des lettres, des mémoires? Alors là, elle est très nombreuse parce qu'une fois de plus, l'opinion publique britannique était très importante et on le voit par exemple au travers des journaux. La presse est très vivante, très forte. Beaucoup de quotidiens à Londres en 1789 et la plupart de ces quotidiens, voire même la totalité, peuvent en 1789, après le 14 juillet, mais encore pendant toute une partie de l'année, puis des années suivantes, fournir un ensemble d'un exemplaire de journal uniquement fondé sur la Révolution française et ce qui est en train de se dérouler. Donc la presse, le nombre de pamphlets extrêmement important, plus de 4000 pamphlets qui vont être publiés autour des événements révolutionnaires, les caricatures sur lesquelles je me suis beaucoup intéressé, la littérature qui va aussi prendre tout un tas de romans, vont rapidement utiliser cette révolution comme une intrigue, et puis évidemment la correspondance, les décisions et les débats au Parlement vont montrer cet intérêt pour ce qui est en train de se dérouler en France. Et puis, il y a une évolution de cette perception et les autorités britanniques commencent à craindre que justement l'Angleterre s'enflamme en parlant de la Révolution française et que les dérives révolutionnaires aient un impact en Grande-Bretagne et dans les colonies. Et vous l'expliquez d'ailleurs que la France est connue pour avoir une capacité de menacer non seulement les îles britanniques, mais également les colonies. Alors, qu'est-ce que les autorités britanniques craignent avant tout? Alors, ils craignent la Révolution. Ils craignent que justement leur forme politique soit bafouée, soit contestée, dans la mesure où il y a un courant réformiste important en Angleterre depuis le milieu du siècle et un courant qu'on va appeler réformiste ou radical, qui demande des transformations et qui demande un suffrage universel, qui demande une refondation complète de la carte électorale. Voilà, donc tout un tas de demandes qui font peur aux privilégiés, parce que si on est dans un État où la liberté politique règne, on est aussi dans un État dirigé par une oligarchie très largement aristocrate. Donc la peur, c'est que cette révolution contamine la population britannique et que les autorités doivent faire face eux aussi
à un mouvement révolutionnaire. Alors, elle a contaminé quelle partie de la population britannique ? Alors, elle a contaminé, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'évidemment on manque de sources. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opinion publiée, si on n'utilise pas l'expression d'opinion publique, l'opinion publiée a été envahie et influencée par la Révolution, la presse, une fois de plus, les pamphlets, la littérature. Alors, dans cette réception, il y a ceux qui vont applaudir et il y a ceux qui vont rapidement ou moins rapidement penser qu'il s'agit là d'une erreur et qu'il faut repousser cette influence. Pour ceux qui ont été largement influencés par la Révolution, ce sont ceux les réformistes les plus radicaux, ceux qui déjà, dès les années 1780, demandaient le suffrage universel. Et même dans cette frange, il y aura des divisions. Il y a ceux qui penseront qu'il ne faut pas aller plus loin que les réformes qui avaient été décidées au départ, dans les années 1780, et d'autres, comme par exemple un certain nombre de radicaux des Irlandais unis, qui vont, eux, vouloir véritablement mettre en place une république. Ensuite, en termes de nombre, c'est très 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 difficile de répondre. Un certain nombre de manifestations, meetings politiques des radicaux a pu rassembler plusieurs centaines de milliers de Britanniques dans les rues de Londres, donc dans certains quartiers de Londres. Donc voilà, c'est un élément qui est important. Maintenant, est-ce que tous voulaient une révolution à l'image de la France ? Probablement pas. Mais en tout cas, l'opinion publique a quand même été suffisamment touchée par cette influence que les autorités britanniques ont voulu y mettre un terme. Donc c'est aussi un élément de réponse. De quoi on accuse la Révolution française en premier lieu ? Alors, on l'accuse, ce sont des accusations à la fois vraies et fausses. On pense que le mouvement révolutionnaire français, mais il est très divers, et il est très divers en fonction des années, veut essayer de mettre en place une république dans tous les pays et entre autres en Grande-Bretagne. Donc on a peur d'un débarquement, d'une descente, comme on disait à l'époque, d'une invasion, et que cette invasion se transforme en une véritable reprise en main politique. On a peur que l'économie s'effondre, que cette révolution telle qu'elle a été mise en place, ou en tout cas telle qu'elle a éclaté dans les colonies françaises, à Saint-Domingue en particulier, est aussi des effets sur l'économie britannique. Donc c'est la perte de la prospérité et la perte d'une sorte d'autonomie politique auquel les Britanniques étaient très attachés. Tout ça autour des accusations contre la France de perte de liberté. Et on est très attaché en Grande-Bretagne à sa liberté. La Révolution pouvant être associée dans cet esprit à une perte de liberté en France. Une perte de liberté et aussi la montée de l'horreur, puisque le titre de votre ouvrage, c'est Le temps des cannibales, et la première de couverture, je vous laisse, chers auditeurs, la découvrir, montre un sans-culotte qui a l'air de massacrer des enfants. On voit des pieds qui sortent de sa culotte. Donc la Révolution française, c'est l'horreur. On imagine qu'il y a un vrai déferlement de violence, qui est d'ailleurs très vrai dans certaines régions. Et est-ce que le fait de propager cette idée-là va rendre les Britanniques
plus opposés à la Révolution française. Probablement. Il y a effectivement cette volonté de transformer la Révolution française. Alors il y a une date qui est quand même très importante, hein, c'est ce que dit Hippie Thompson dans son ouvrage. Il parle des massacres de septembre qui ont été un élément probablement radicalisateur, hein, radical dans cette volonté de qualifier la Révolution française comme du cannibalisme, comme une horreur complète. Donc à partir effectivement de 1792, il y a cette volonté de la rendre impopulaire au travers de ce type d'image, puisqu'il s'agit évidemment d'une caricature. Toujours un peu compliqué avec les caricatures de donner véritablement leur sens. Est-ce que les caricatures qui commentent les massacres de septembre commentent en fait les journaux qui exagéraient sur ces massacres de septembre qui avaient eu lieu à Paris, ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans cette volonté de montrer l'horreur qui pouvait se dérouler en France? Donc, c'est toujours difficile de répondre. En tout cas, il y a un mouvement radical de plus en plus important en Angleterre à partir des années 1792. Et donc, afin de détacher la population de ce mouvement radical, on montre que la Révolution française est un mouvement horrifique et qu'il faut essayer de repousser cette invasion. Et dans le même temps repousser cet intérêt pour les radicaux britanniques. Alors tous ces débats qui sont des débats culturels et politiques vont avoir un impact direct sur la politique de l'Angleterre et des îles britanniques. Alors en Angleterre, qui va œuvrer pour essayer de convaincre les Britanniques de rester conservateurs? Alors ça va être le roi, ça va être une partie la plus importante du Parlement, et ça va être le gouvernement dirigé par William Pitt. En gros, les autorités qui refusent une fois de plus cette éventuelle influence révolutionnaire et qui refusent des transformations demandées, exigées par les mouvements radicaux. Donc ce seront eux qui vont en premier lieu s'opposer à la Révolution et essayer de lui donner par une politique de propagande cette image la plus répulsive possible. Et puis à côté de ça, il y a tous ceux qui participent de près ou de loin à l'autorité, l'aristocratie, la gentry, la bourgeoisie riche, les classes dominantes, pour faire schématique et simple, qui peuvent, avec ces transformations, perdre une partie de leur pouvoir. Donc il y a un affrontement, si ce n'est de classe, en tout cas un affrontement qui marque bien une séparation dans la population pour essayer de repousser ces idées et de les présenter comme la pire des choses qui soit arrivée à la France. Mais alors, comment circule l'information entre la France, Paris, et l'Angleterre? Hormis, je pense, grâce aux émigrés, finalement, des Français qui ont quitté... Alors, il y a effectivement cette information. On voit lors des massacres de septembre, par exemple, que l'information circule très rapidement et que les journaux citent. Alors ensuite, il faut vérifier, ce qui est toujours très difficile. Citent un certain nombre d'émigrés qui seraient arrivés à Londres et dès le 8 septembre, me semble-t-il, on commence à avoir des récits sur ce qui s'est déroulé à Paris la première semaine de septembre. Donc c'est des arrivées très rapides de l'information. Alors il y a effectivement un certain nombre de personnes qui viennent en Angleterre, mais il faut pas non plus, surtout avant le début de la guerre, mais même en partie après, il ne faut pas aussi imaginer qu'il y a des frontières étanches entre les deux pays. Et l'information circule au travers de la presse. Les journaux sont envoyés en Angleterre, les journaux français. Donc on a tout un tas d'informations, la correspondance, les lettres, enfin voilà. Donc jusqu'au moins en 93 et même
un peu au-delà sous d'autres formes, les liens et les correspondances fonctionnent entre les deux pays. On a des informations en France sur ce qui se déroule en Angleterre, et l'Angleterre, Londres, a des informations en particulier à travers de la presse, de ce qui est en train de se dérouler en France. Alors, est-ce que les Britanniques ont cherché à venir en aide quand même aux contre-révolutionnaires français, ou ont voulu plutôt rester isolés dans leur île et préserver au mieux leurs frontières ? Alors, il y a un peu plusieurs attitudes. Il y a celle de Charles James Fox, qui est le grand opposant britannique à cette époque au gouvernement Pitt, qui, lui, n'est pas un révolutionnaire. On le présente comme la propagande des autorités britanniques le présente comme un jacobin, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais lui, il est plutôt favorable à ce qu'on laisse la France tranquille et que on n'intervienne pas dans ses affaires intérieures. Et puis il y a une volonté aussi d'essayer de mettre un terme à la révolution. Ça sera plutôt la politique de Pitt et surtout du roi qui pousse à ce qui est voire même un retour des Bourbons, d'une monarchie d'avant 1789. Mais évidemment, ça devient de plus en plus compliqué de revenir à 1788. Plus on va avancer dans le temps, et plus la France va se transformer par la Révolution. Dans un premier temps, en tout cas, Pitt a souhaité prendre une certaine distance avec la Révolution, en considérant effectivement qu'il s'agissait de problèmes franco-français. Mais à partir de 1791 et puis surtout à partir de 1792, son attitude va changer et la guerre est aussi très largement liée, la guerre entre les deux pays, donc déclarée le 1er février 1793, est aussi le fruit de l'opposition anglaise à la Révolution française, qui voyait aussi l'expansion territoriale et militaire française en Europe d'un très mauvais œil. Alors, quels sont les... alors, je ne retrouve pas la citation de William Pitt au sujet de sa perception des guerres menées par la France. Il parle de l'affaiblissement de la France. Est-ce que il a peur au début quand la Révolution éclot, ou est-ce que finalement il se dit que la France va s'éparpiller dans ces guerres ? Non, je pense que les guerres révolutionnaires, ça les inquiète énormément, puisque il y a ce décret de novembre 1792 qui appelle tous les pays européens qui se sentent sous l'autorité injuste d'une monarchie de pouvoir en appeler à l'aide de la France. Donc à partir de là, et c'est la politique des Girondins à l'automne 1792, la guerre prend une autre forme. On n'est plus dans une guerre de défense, même ça, on peut même dire du début de la guerre, mais véritablement dans une guerre de conquête. Donc ils sont très attentifs à cette volonté française, d'autant qu'une fois de plus, elle est un frein et un handicap à la prospérité du régime, qui est encore très largement fondé, pas uniquement, mais sur le commerce. Donc, si la France, et en particulier s'avance comme elle l'a fait vers la Baltique, c'est un élément extrêmement inquiétant pour les ressources commerciales britanniques. Même chose avec les colonies. Et d'ailleurs, la politique menée, l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte sera justement cette volonté d'essayer de mettre un frein au commerce britannique avec les Indes. Et alors, est-ce que dès le début de la Révolution, on trouve des penseurs, notamment en Grande-Bretagne, qui vont essayer d'expliquer en fait ces dérives, parce qu'ils doivent certainement considérer cette Révolution française comme une dérive ?
Alors effectivement, le mot dérive, le mot dérapage a été très souvent utilisé dans l'historiographie concernant la Révolution française. C'est pas exactement mon point de vue, mais disons que oui, il y a un grand penseur en particulier qui, dès 1790, va regarder avec méfiance les événements français, c'est Edmund Burke. Burke est un membre du Parlement, qui est un membre Whig, donc plutôt attaché à l'indépendance et aux prérogatives du Parlement, qui avait défendu dans un premier temps les révolutionnaires américains, mais qui l'a très rapidement, dès l'automne, et les journées d'octobre pour lui ont été un élément, donc d'octobre 1789, ont été un élément fondateur de sa pensée. Dès cette époque, il va commencer à réfléchir en théoricien politique à une opposition à la Révolution française, et il va entraîner derrière lui d'autres parlementaires et d'autres penseurs qui voient donc dès l'automne 89 la Révolution française comme une forme de dérive inquiétante pour les institutions politiques de la France, mais éventuellement par rebond de l'Angleterre. Donc la Révolution française, vous me reprenez si je me trompe, est mauvaise par essence en fait, et a pour objectif de révolter tous les peuples d'Europe, contrairement à la Révolution britannique que les Britanniques considèrent comme bonne. Oui, absolument. Alors c'est d'ailleurs le propos principal de Burke, qui essaye de montrer qu'il y a une bonne révolution, qui est la Glorieuse Révolution de 1688, la britannique, l'anglaise, et puis il y a une mauvaise révolution, qui est la Révolution française de 1789, parce que elle n'est pas fondée, pour faire simple, hein, son pamphlet fait 300 pages, donc le résumé en quelques mots, c'est compliqué, mais en gros qu'elle n'est pas fondée sur la tradition. Pour lui, il voit la Glorieuse Révolution comme une sorte d'aboutissement de transformation politique sur plusieurs siècles. La France est un bouleversement, selon lui, qui ne repose sur rien, et donc qui ne repose pas forcément sur cette tradition qu'a connue la Grande-Bretagne. Et pour lui, cette révolution est encore plus inquiétante et dangereuse que la monarchie absolue. Donc, il voit dans cette révolution française un moment historique et des événements historiques qui sont absolument à bannir pour l'humanité. Voilà. Et son livre sera véritablement, j'ai souvent employé la formule, une sorte de bréviaire de la contre-révolution. Il va aussi susciter énormément de réponses, à la fois positives et surtout négatives, des Britanniques. Donc Edmund Burke voit, et certainement beaucoup de ses contemporains, la Révolution française aussi comme un phénomène philosophique et culturel. Oui, alors oui, bien sûr, évidemment, et on attache aussi, on rattache à cette Révolution française la philosophie des Lumières, qui peut être aussi considérée du côté des contre-révolutionnaires comme un élément qui a fourvoyé la nation et qui l'a entraîné vers ces dérives dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est aussi un phénomène philosophique, bien sûr, et je pense que c'est évidemment reconnu. Il suffit de voir la philosophie allemande et son regard porté sur les événements révolutionnaires français. Mais je crois qu'il y a plus que ça. C'est un phénomène aussi qui serait à comparer, on n'a pas pu faire dans le livre, mais avec la propre philosophie esthétique d'Edmund Burke autour du beau et du sublime. Il y a eu des travaux là-dessus où ce regard sur le beau et le sublime a probablement aussi influencé sa vision de la Révolution française.
Alors, quand la Révolution française s'est terminée, les Britanniques se sont sentis un peu plus en sécurité, mais pourtant, le débat sur la Révolution française a continué, comme en France d'ailleurs, à agiter des penseurs et les hommes politiques. Quelle est la vision des Britanniques tout au long du 19e siècle sur cette Révolution française? Est-ce que aussi ils accusent la France de certaines choses, de certains faits qui sont pour eux les héritiers directs de la Révolution? Alors absolument. Je crois que il y a aussi un élément qu'il faut rappeler, c'est que la Révolution française, si elle se termine en 1799, éventuellement, si il faut en donner une date, il y a ensuite Bonaparte et surtout Napoléon qui la suivent. Donc finalement, elle aurait donné lieu à l'arrivée d'un autocrate, d'un général armé et botté, qui est pour certains penseurs britanniques la continuité des événements français. Donc on associe souvent la Révolution et Napoléon dans une même période que l'on va repousser pour énormément de penseurs britanniques. Et les dérives de cette les soi-disant dérives de cette révolution et de l'empire napoléonien vont être utilisées régulièrement au XIXe siècle, voire au XXe siècle, pour essayer de justifier les transformations plus lentes de la vie politique britannique. Ils ont parfois été en avance sur nous. Il suffit de penser au vote des femmes. Ils ont été aussi parfois en retard dans d'autres moments. La Révolution française a donné a mis un terme à l'abolition. Il faudra attendre les années 1830 en Angleterre pour que cette abolition soit formulée. Donc les choses sont souvent utilisées pour justifier les formes politiques britanniques. Alors vous expliquez dans votre ouvrage, où je vais vous demander votre avis un peu plus personnel, que le sentiment national et le patriotisme donc britannique s'accordent assez mal avec le mouvement révolutionnaire français. Pourquoi ? Parce que le sentiment national et le patriotisme anglais au XVIIIe siècle étaient des éléments extrêmement développés auprès de la population. Il y avait un sentiment d'appartenance à l'Angleterre, peut-être plus d'ailleurs qu'à la Grande-Bretagne. Il y avait un certain nombre d'auteurs ont travaillé sur ces questions, et ce sentiment national, il était en partie fondé sur l'opposition avec la France. Parce que justement l'Angleterre possédait un certain nombre de droits politiques que ne possédait pas la France. Donc on était anglais, pour faire très schématique et très simple, parce qu'on n'était pas français. Et ce sentiment, évidemment, va être réutilisé par la propagande des autorités pendant la Révolution française pour bien montrer les différences qui existaient entre les deux nations. Et des nations, c'est aussi le sens de notre formule, qui étaient rivales. Qui étaient rivales sur les plans diplomatiques, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan politique. Donc évidemment, une sorte d'émancipation française à la fin du siècle inquiétait les autorités britanniques et ont poussé probablement aussi un peu la population à être dans ce même mode de pensée. Et alors une dernière question, Pascal Dupuis. Aujourd'hui, et notamment à partir de 1989, est-ce qu'on peut dire que tous les Anglais se sont unifiés contre la Révolution française ? Ah non, bien sûr que non. Non, il y a. Alors, ce qui est assez
étonnant, c'est qu'il y a par exemple une fascination pour beaucoup d'Anglais, de grands collectionneurs britanniques pour Napoléon, par exemple. Donc voilà, si on associe l'Empire et la Révolution, donc premièrement. Et puis deuxièmement, il y a évidemment encore un certain nombre d'historiens, de penseurs, d'artistes, aujourd'hui disparus. Je pense à Ian Hamilton Finlay, qui était fasciné par la Révolution française et par l'esthétique néoclassique. Donc non, ça n'a pas disparu, mais en revanche, en raison de la vision négative portée à l'encontre de la Révolution en cette fin de siècle, plus la littérature, je pense à Dickens en particulier, le cinéma au XXe siècle, qui ont propagé une image extrêmement défavorable de la Révolution française, il y a de manière générale et majoritaire en Angleterre une vision négative des événements français, sans en connaître véritablement le contenu. Merci beaucoup Pascal Dupuy d'avoir accepté de nous parler de votre dernier ouvrage, dont je rappelle le titre, Le temps des cannibales, la Révolution française vue des îles britanniques, un livre donc très éclairant sur la perception des Anglais sur le mouvement révolutionnaire et d'ailleurs plus largement sur la période donc de cette fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Je rappelle donc que votre ouvrage est paru aux éditions Vendémiaire et je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour votre soutien. Storia Voce n'existerait pas sans vous. À très bientôt, bien entendu, pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.